Merci beaucoup pour votre intervention. Il est maintenant l'heure de retrouver François Devoyer. François Devoyer, vous êtes chef d'entreprise et président du collectif Audace. Vous aviez accompagné aux États-Unis la très médiatique Marion Maréchal et vous militez pour unir les différents courants de droite autour des valeurs qui nous rassemblent. C'est pourquoi c'est tout naturellement que vous revenez pour nous aujourd'hui pour nous parler de la Convention de la droite. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très honoré d'avoir l'occasion de venir ici, devant ce 5e forum de la dissidence, pour vous parler effectivement de cette convention de la droite dont la Fondation Pollemia était partenaire, et un partenaire particulièrement bienveillant, et il était très agréable de travailler avec eux. Donc je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez entendu parler de cette convention ? Bon, c'est parfait. Mon travail est fait, je peux repartir. Bon, j'avoue, c'est une manière un peu rapide de dresser le bilan, mais vous comprendrez qu'effectivement, on avait à cœur de créer un maximum de buzz médiatique. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'origine de cette convention. Elle est venue l'hiver dernier d'un profond sentiment d'abandon, d'un grand découragement. J'ai repensé au général de Gaulle qui, juste avant sa traversée du désert en 1946, disait à tante Yvonne, « Ma chère, nous partons au Canada, je pêcherai des poissons et tu les cuiras. » Vous les cuirez, parce qu'il la vous voyait. Mais effectivement, c'était le sentiment avant ces européennes que tout était figé, qu'il n'y aurait aucune surprise, ni bonne ni mauvaise d'ailleurs, absolument plus rien à attendre de la vie politique. Et c'est à ce moment-là que nous avons repensé avec Éric Tegner, donc du collectif Racines d'Avenir, et Jacques de Guilbon du magazine L'Incorrect, à ce fameux CIPAC, donc à Washington, cette grande réunion des conservateurs à laquelle j'avais eu la chance d'accompagner Marion Maréchal. Et en effet, ce grand rassemblement des conservateurs était inspirant à bien des égards. Il montrait tout d'abord le dynamisme de la vie associative américaine et surtout, il nous a permis de réaliser que la victoire de Reagan en 80 avait été en réalité préparée par des années de travail, de combat culturel tel que l'organise la Fondation Pollemia, tel que mon association et d'autres associations qui aujourd'hui s'entendent, c'est ça la grande nouveauté, travaillent aujourd'hui à ce grand combat culturel. Effectivement, tout est parti de l'élection ratée de Barry Goldwater, enfin de la défaite très lourde de Barry Goldwater, c'était en 1964. C'était une des pires défaites pour les républicains. Et paradoxalement, comme souvent d'ailleurs, les Américains savent mieux que nous transformer un échec en une très grande réussite. Donc ils ont commencé à créer différents mouvements associatifs et ce grand rendez-vous annuel de toutes les tendances de la droite américaine. Et autant vous dire que c'est très large. Ça va des gens, des libertariens qui veulent la légalisation de toutes les drogues et d'à peu près toutes les pratiques possibles jusqu'aux plus conservateurs du Tea Party. Et tout ce petit monde, derrière un objectif commun, se rend capable finalement de se rassembler, de discuter et de tomber d'accord sur un programme commun. Donc c'est avec l'idée de ce CIPAC que nous sommes partis sur l'organisation de la Convention de la droite. On avait aussi en tête l'organisation à Béziers par Robert Ménard de Haust à droite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2016. Ça avait été un demi-échec. Je pense que la période était difficile. Il avait de très bonnes initiatives, mais effectivement, on était trop proche des présidentielles. Là, le timing était bon. Nous pouvions en effet envisager sereinement cette première édition qui doit être suivie dans l'idéal par bien d'autres. Le nom de la Convention a été un objet de réflexion. Bien sûr, personne n'est satisfait par ce clivage gauche-droite. On n'attache aucune sacralité à cette sémantique. Il y a bien d'autres manières de départager la vie politique aujourd'hui, mais il nous semblait que c'était la manière la plus simple, la plus souple, finalement la moins clivante, celle qui nous permettrait de rassembler le plus largement. Si vous parlez de populistes, vous perdez toute une grande partie de la bourgeoisie, des classes moyennes supérieures. Si vous parlez d'antilibéralisme, eh bien, tous ceux qui se croient libéraux parce qu'ils sont attachés à la liberté d'entreprise, vous allez également les perdre. Donc il nous semblait que ce clivage très ancien, puisqu'il date du droit de veto de Louis XVI, les partisans du veto s'étaient installés à droite et les opposants au droit de veto à gauche. Eh bien, il nous semblait que c'était toujours la meilleure manière, la plus simple, de définir effectivement le grand clivage actuel. Et nous avions un thème,
l'alternative au progressisme. Donc le but étant de créer cette alternative au progressisme d'Emmanuel Macron. Donc les organisateurs, je vous l'ai dit, c'était l'Incorrect, donc ce magazine qui a été créé après les présidentielles de 2017. Racines d'avenir, donc là c'est le lien avec les Républicains, puisqu'Éric Tegner, qui aujourd'hui risque l'exclusion pour l'organisation de cette convention, est toujours adhérent des Républicains. Et puis le Cercle Audace que je préside et qui, lui, est plutôt lié au Rassemblement national, même si on ne lui rend pas toujours bien, enfin le Rassemblement national ne rend pas toujours bien la sympathie qu'on lui donne. Mais effectivement, on avait ainsi une espèce de synthèse des différents courants de droite, et au sein de ces trois mouvements, bien, se retrouvent énormément de composantes. Alors la mission que nous étions donnée, c'était en fait une déclaration d'indépendance de la droite à l'égard du progressisme, du multiculturalisme et du libre-échangisme. Une déclaration d'indépendance, c'était réellement cela, c'est-à-dire s'affranchir des codes habituels, s'affranchir aussi de la crainte d'être mal vu par les médias, et s'affranchir surtout de cette soumission, effectivement, que la droite a l'habitude, malheureusement, de s'approprier, une espèce de position de lordose. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la lordose, c'est la position des rats, des femelles rats, juste avant l'accouplement. Mais malheureusement, la droite a souvent tendance à prendre cette position de soumission dès qu'on agite les chiffons rouges du fascisme, du nazisme, etc. Donc, on voulait sortir de ce positionnement irritant et qui fait perdre finalement la droite depuis tant d'années. Les objectifs, concrètement: un rendez-vous annuel régulier, un lieu de débat et d'échange le plus large possible. L'idée étant de pérenniser l'événement. Ça n'est qu'une première édition. Le 28 septembre était une première édition. Il y en aura d'autres. J'espère dans 10 ans pouvoir fêter l'anniversaire de notre convention, qui peut-être portera un autre nom d'ailleurs, et être à nouveau invité par la Fondation Paul Yamet, qui elle-même existera encore, je l'espère. Il faut que tous ces mouvements soient inscrits dans le temps. On a trop l'habitude en France d'abandonner au moindre échec, à la moindre contrariété ou au moindre petit trou dans la trésorerie. Donc oui, c'est un événement qui se reproduira et qui, bien sûr, au fil des années, changera un peu d'identité, de thématique. Le deuxième objectif, c'est peut-être là celui qui nous a le moins satisfait, puisqu'il a été seulement en partie réussi, c'était de casser les digues partisanes. Et là, nous nous sommes rendus compte tout de même du poids colossal des médias, puisque alors que nous avions à la même tribune un député du Rassemblement national, Gilles Percola, un député des Républicains, Xavier Breton, ce qui ne s'était jamais vu, alors que nous savions près de Marion Maréchal quelqu'un comme Olivier Babot, qui est plutôt de tendance libérale, Jean-Frédéric Poisson, Paul-Marie Couteau, des gens qui n'étaient pas toujours les plus aptes à s'entendre les uns avec les autres. Nous avions en tout une trentaine d'intervenants. Eh bien, cela n'a pas du tout été soulevé par les médias. Le buzz avait, entre guillemets, déjà été fait par ce qui a précédé la convention et dont vous avez sans doute entendu parler. C'était le dîner que nous avions organisé entre Marion Maréchal et différents élus LR. Alors c'était en effet un petit regret, nous avons cassé les digues, mais ça ne s'est pas vraiment vu, la perception n'a pas été suffisamment au rendez-vous. Et puis le dernier objectif, bien sûr, c'était ringardiser Macron, c'est-à-dire avec des moyens très réduit. Nous sommes tous bénévoles dans l'organisation de cette convention. Nous n'avons pas de gros financiers derrière nous. Nous n'avons pas de grands médias, de médias puissants pour nous accompagner. Eh bien, nous avons réussi à occuper finalement l'espace médiatique pendant, écoutez, 3 semaines intégralement, malgré la mort de Jacques Chirac, Monsieur Hollande avec du style. Et donc cette actualité d'où nous pensions dépendre, eh bien, en fait, on a réussi à la créer. Donc ça a été vraiment la grande réussite de cet événement. C'était effectivement de réussir à occuper cet espace médiatique. En amont, avec, j'allais dire, la validation des médias, mais on y reviendra. On a été un peu dépassé par le discours de Zemmour, très fort, presque crépusculaire, qui a beaucoup fait parler de lui. Mais ensuite, nos adversaires, et en particulier les médias, ont été si loin dans la détestation, dans l'éructation,
qu'ils se sont pris à leur propre piège et qu'on a pu défendre à nouveau Éric Zemmour et l'organisation de cette convention autour de la liberté d'expression d'abord, ce qui a été un des fers de lance qui nous a permis de survivre et de ne pas rester dans cette image de méchants fachos. Et puis, tout comme toujours, hein, rattrapé par la réalité. Balzac disait la réalité dépasse toujours la fiction. Ben oui, effectivement, quand on voit ce qui s'est passé à la préfecture de police, c'était 3 jours après. J'en profite pour rappeler que ces morts, d'ailleurs, n'ont toujours pas de visage, toujours pas de nom. Vous remarquerez à quel point on a réussi médiatiquement à enterrer cette affaire qui est un scandale républicain. Il n'y a pas une démocratie digne de ce nom, je pense, dans le monde, qui aurait laissé un ministre de l'Intérieur continuer à exercer sa fonction après un tel scandale. Mais effectivement, nous avons finalement réussi à rétablir la situation. Alors, bilan chiffré, je sais qu'il faut que je sois rapide. Donc nous avions, comme je vous le disais, 30 intervenants, dont Robert Ménard, Raphaël Enthoven, que je n'ai pas encore cité, Laurent Alexandre. Alors, Enthoven, ça a été un grand sujet. Je sais que cela a été pour certains très douloureux d'avoir à subir son discours, par ailleurs très creux. Seulement, c'est aussi ce qui nous a permis en amont de communiquer aussi facilement et de créer la surprise dans les médias, mais également de pouvoir justement défendre Zemmour autour de la liberté d'expression par la suite. C'est-à-dire que personne ne pouvait nous accuser d'entre-soi ou d'avoir peur de la confrontation et du débat. De la même façon que nous avons fini par inviter strictement tous les médias, même les médias les plus poubelles, parce que nous estimons qu'aujourd'hui nous n'avons plus rien à cacher, c'est le cas. Donc ça a été un vrai sujet, effectivement. Je pense que les autres années où nous aurons moins besoin de présence médiatique et nous voudrons plutôt explorer vraiment le fond des sujets, le fond des thématiques, nous privilégierons pour ce type d'intervenant un format plutôt de débat. Donc il y avait une douzaine d'associations, la Fondation Polémia, mais également l'Institut pour la justice, l'Institut de formation politique, SOS Chrétien d'Orient, de nombreuses autres associations contribuables associées, l'Institut Vauban sur la fiscalité. Et ça, c'était peut-être une première, en tout cas, de réussir à travailler avec tous ces acteurs de la vie associative et politique en France. C'était particulièrement agréable de travailler avec eux. C'est aussi grâce à eux, l'association, le milieu associatif, que nous pourrons pérenniser ce type d'événement. Parce que ce sont les fichiers de ces associations qui créent une espèce de fidélité à l'égard des événements organisés par les uns ou les autres, beaucoup plus que le coût médiatique. C'est pour ça qu'il y a l'effet média, mais il faut derrière, effectivement, soigner les relations que l'on a les uns et les autres, les réseaux que l'on peut constituer, parce que c'est ce qui permettra de s'inscrire dans la longue durée. Et on sait très bien, malheureusement, qu'on ne gagnera que sur la longue durée, sauf événements exceptionnels. 2000 personnes sur place, donc une grande joie d'avoir surtout une salle remplie du début à la fin de la journée. Les billets ont été vendus en 1 semaine, donc un très grand effet. On n'a pas eu de problème de ce point de vue d'angoisse d'avoir une salle vide. Au contraire, on aurait pu largement accueillir le double ou le triple, étant donné le nombre de demandes que l'on a eues. Plus d'une centaine d'articles sur l'événement et des réseaux sociaux très mobilisés. On a eu 60 000 tweets le jour même et en tout 98 millions de personnes potentiellement touchées. Ce sont les chiffres réseaux sociaux, hein, rassurez-vous. On n'imagine pas que la population presque du Japon nous a suivis de près, mais effectivement, ça prouve une très grande attention, comme je vous le disais, malgré la mort de Jacques Chirac. Et puis des retombées presque colossales, donc après le discours de Zemmour, qui a mis tous les projecteurs sur CNews et dont on peut espérer, pourquoi pas, que CNews effectivement devienne le futur Fox News, c'est-à-dire enfin un média puissant avec des moyens importants et qui puisse, sur certains sujets, permettre d'avancer et de déplacer justement le cran de la fenêtre d'Overton. Je crois que vous en avez entendu parler plus tôt dans la journée. Justement, au sujet du bilan en termes de combat culturel, il y a eu cette occupation de l'espace médiatique, mais il y a eu aussi justement ce déplacement d'un cran de la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire que réellement, on a pu parler de sujets et les rendre littéralement courants dans la presse, mais aussi dans les discussions publiques des citoyens français. Je pense au grand remplacement, que Marion a pu avancer tranquillement. Elle a pu l'évoquer dans son discours en le mêlant intelligemment avec d'autres grands... il y a le grand retournement écologique, le grand effondrement. Enfin voilà, il y avait cinq grands sujets abordés. Et finalement, c'est devenu assez facile d'aborder ce thème aujourd'hui qui était encore totalement interdit il y a quelques années et même encore quelques mois.
Et puis également sur l'affaire du voile, qui n'aurait pas eu tant de retentissement et n'aurait pas été suivi de telles mobilisations médiatiques si le terrain n'avait pas été préparé effectivement par Éric Zemmour et par tout ce qui s'est passé précédemment. Donc grand succès médiatique, grand succès idéologique, mais il faut avouer, la seule limite, c'est l'effet électoral à court terme. On ne le voit toujours pas, et ce pour deux raisons. La première, la droite souffre encore de ces deux démons. Le démon de la pureté, se dire toujours que ce n'est pas assez, justement, ça c'est le pragmatisme des États-Unis. Vous savez, je ne suis pas du tout un admirateur de tout ce qui se passe outre-Atlantique, mais en effet, nous, en France, nous souffrons de ce démon de la pureté, de toujours considérer que ce n'est pas assez conservateur ou libéral ou souverainiste ou je ne sais quoi. On sait très bien qu'on a un compte à rebours démographique. Il est là, c'est le seul sujet qui devrait nous occuper l'esprit. Et malheureusement, on continue à se quereller sur des choses qui sont... Merci. Et qui sont malheureusement bien plus graves. Une chose rassurante à ce sujet, c'est que la génération des moins de 40 ans s'écharpe de moins en moins justement sur des bricoles idéologiques et je pense, vivant le remplacement au quotidien, est un peu plus consciente du drame de la situation démographique. Et puis l'autre démon de la droite, c'est le démon de la division. Alors cette espèce de plaisir que l'on prend dans toutes ces chapelles qui existent encore, qui au lieu de s'entendre, se plaisent à se critiquer les uns les autres. Alors là, je pense, et j'ai beaucoup d'affection pour lui, mais on a reçu quelques attaques un peu excessives, je pense, de Robert Ménard, et je le dis justement en toute amitié, que ce n'est pas la peine de servir cette soupe-là à des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on s'agresse les uns les autres. Surtout quand on utilise le vocabulaire de la gauche. Il a parfaitement raison en disant qu'il faut s'engager sur le terrain électoral, c'est vrai, il faut s'engager concrètement. Il aurait pu aussi rappeler que lui-même a fait 30 ou 40 ans de combat culturel au sein d'associations, et en particulier Reporters sans frontières. Donc il est justement l'image même qu'il ne suffit pas il n'aurait pas pu conquérir la ville de Béziers il y a 30 ans. Voilà. Donc ça, c'était simplement pour le rappeler, et encore une fois, j'admire toujours ce qu'il fait, et je le suivrai avec grand plaisir, je le soutiendrai lors d'une échéance électorale sans aucun doute. Mais tout de même, ne prenons pas ce petit plaisir, n'écoutons pas ce petit démon de la division qui nous pousse tout de même à beaucoup d'erreurs. Alors nous savons que l'année prochaine, ça va être une année difficile de ce point de vue, parce qu'il va falloir rassembler à nouveau dans une année qui sera molle politiquement. Et donc ça va être une année, à mon avis, où nous tous, en tant que réseau, en tant qu'association, nous devons particulièrement être présents aux événements les uns des autres et nous soutenir les uns les autres, parce que ça va être la grande préparation avant l'année de la présidentielle. La France est polarisée autour de l'élection présidentielle, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est la seule chose que les hommes politiques, les élus ont en tête. Il faut en prendre acte, et il va falloir qu'on se rassemble l'an prochain pour peser en 2021, parce que ce sera 2021 que le grand rendez-vous présidentiel se prévoira. Donc voilà, nous devons être innovants en 2020 pour cette convention et incontournables en 2021 pour peser enfin, nous tous, dans ce monde associatif, dans cette, je dirais, pas cette droite hors les murs, on ne se reconnaît pas tous de la droite, mais en tout cas, hors de la gamelle électoraliste, nous devons vraiment savoir que nous pouvons compter les uns sur les autres dans une perspective d'élection pour se rassembler et peser sur les partis, mais pour parler un peu plus gravement, en sachant que le monde est de plus en plus dangereux, on est en période de montée des périls, tout peut se passer, et il est bon tout de même de compter les gens sur lesquels voilà, nous pourrons nous appuyer demain en cas de conflit, en cas de problème. Voilà, écoutez, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère ne pas avoir été trop long, et j'espère que je vous verrai nombreux aussi à la convention que nous organiserons l'an prochain.